Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va bien? Et figure-toi que j'ai repris le TRX. Ah, la reprise de la muscu, enfin, qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? alors muscu c'est peut-être un bien grand mot si on qualifie muscu avec le TRX. Mais ouais, bah en fait, j'étais dans le trip, je me parjure un peu, j'étais dans le trip. Maintenant, fini la muscu, même pas une seule pompe. Je ferai que des activités sportives et j'aurai le physique qui correspond avec les activités sportives. Mais au final, j'ai pas réussi à trouver un équilibre entre les différentes activités, figure-toi, pour pouvoir en faire tous les jours. Donc j'ai tout essayé, alterner le ski erg, le rameur, le vélo, tout ce que tu veux, la marche nordique, etc. Mais en fait, j'arrivais pas bien à récupérer des jambes. Je sais pas, ou voilà, j'ai pas réussi à trouver mon rythme. Et puis finalement, bah, il me fallait une espèce de session comme avant, à intercaler entre deux sessions de cardio. Et je me suis dit bon bah allez, ressortons le ballon suisse et le TRX, faisons des petites bricoles. Et puis voilà, c'est reparti. Bon, bah, ça m'étonne pas. Et donc, est-ce que tu as regonflé du haut ou c'est trop récent? Bah non, c'est très récent, mais déjà j'ai le haut un tout petit peu pumpé. En fait, tu sais comme d'habitude quand tu fais de la muscu puis que le lendemain t'as l'impression d'être un petit peu gonflé de petit entraînement d'avant, tu vois. Tu vois le genre. Et donc, tu fais ça quoi, tous les 2 jours? Bah là, oui, enfin tous les 2 jours. Après c'est comme d'habitude, vu que ça doit faire 3 fois que je fais ça, je fais ça un jour sur deux depuis une semaine. Oui, si tu veux. Et donc, tu fais quoi comme exo? Alors, tu fais des tirages, des développés, tout ça? Ouais, ce que je faisais après avoir arrêté la muscu barre et haltère, en gros, je fais des pompes sur le ballon suisse, du terrage sur le TRX, voilà, des squats, des fentes à vide, des machins. Enfin, je fais joujou, mais voilà, pour le haut du corps, ça regonfle déjà un petit peu parce que mine de rien, le TRX, bah, l'effort il est un peu musculaire. Puis voilà, bah, tu fais des pompes sur le ballon, alors que j'en ai pas fait depuis des lustres, bah, ça fait un petit effort musculaire. Vu que le ski erg, ça travaille quasiment pas les pecs et le rameur, ça les fait pas non plus. Donc, tu vois bien. Et Et donc, puis à un moment, voilà. Et du à un coup, moment, ça te ouais. tirait les épaules, ça te tire plus tous les épaules? Non, je descends pas très bas maintenant. Je fais ce qu'on appelait des pompes de kéké. On appelait ça les pompes de kéké dans les années 2000. C'est quand tu fais des moitiés de pompe ou des quarts de pompe. Ben, je fais comme ça pour éviter que ça tire trop sur les épaules, vu que j'ai mes très longs avant-bras. Et puis après, j'ai le coude qui saute là. Donc du coup, je fais des pompes partielles, on va dire. Ok. Mais voilà. Je suis content. Je fais mes petits machins. Et puis bah du coup, ça me fait une journée où mes jambes elles peuvent récupérer ou en tout cas travailler de manière un petit peu différente. Alors on va voir si ce rythme-là me convient, mais effectivement, j'ai pas réussi à trouver l'équilibre entre le ski, le rameur et le vélo et la marche. En fait, ça faisait les jambes tous les jours et au final, j'étais fatigué des jambes et pas du haut. Et est-ce que c'est pas parce que tu avais lâché ta programmation qui alternait basse intensité et haute intensité, que Je, finalement, tu fais que des séances je sais dures? C'est pas trop, mais j'en avais marre, Rudy. Alors bon, je suis revenu au truc à peu près habituel et on va voir ce qui se passe comme ça. Je vais pas trop en parler au cas où je rechange d'avis dans 2 semaines. On va pas passer trop de temps là-dessus. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, la muscu, avec la répartition en split routine, c'était quand même bien pensé. Parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup d'activités comme ça que tu peux faire plusieurs fois par semaine.
sans trop te crever entre guillemets, parce que tu vois, un coup tu fais les biceps, le lendemain tu fais par exemple les pecs, etc. Et c'est vrai que le concept de pouvoir récupérer plus ou moins du groupe musculaire que tu as fait quelques jours d'avant, en fait, ce concept d'isolation, c'est vrai que c'est assez puissant. Parce que bah voilà, c'est ce que j'avais vu quand tu fais le rameur puis le lendemain le vélo, bah bon, les jambes elles sont quand même activées 2 fois. Et même quand tu fais le ski, ben ça travaille un petit peu moins les jambes, mais à nouveau tu as les genoux qui sont sollicités, un peu les ischios, etc. C'est pas si facile que ça à programmer en fait. Alors que là, ben avec la muscu c'est facile. Un coup tu peux entraîner le bas du corps, un coup tu entraînes le haut du corps, un coup tu peux faire les bras. Et ça, faut reconnaître que c'est intelligent la muscu quand même, hein. Bah, quand tu t'entraînes en split, mais tu vois, on en a souvent parlé dans les podcasts et on a fait plein de vidéos sur le sujet, mais parfois, le full body, tous les jours, en exagérant, mais 3-4 fois par semaine, revient parfois à la mode chez certains qui disent, mais c'est ça le meilleur entraînement, c'est ce qu'il faut faire, tout ça. Et on voit bien qu'avec les années, bah, en fait, tu récupères pas en faisant la même chose tous les jours. D'ailleurs, on a eu un sujet comme ça sur les forums, je sais pas si tu l'as vu, je crois que tu as répondu sur les gymnastes, justement. Ah oui, oui, j'ai vu. Oui, bah bah, vas-y, tu veux parler du sujet? Ouais, parce que je trouvais que le sujet était pas mal et c'est vrai qu'il y a pas mal de confusion sur le sujet. Donc c'est une question de Dove qui nous dit on lit souvent qu'il ne faut jamais travailler un muscle 2 jours de suite. Pourtant, si on prend l'exemple des gymnastes qui, de par leur mouvement calisthénique, pratiquent une forme de musculation, leurs mouvements, souvent les mêmes, sont travaillés quotidiennement. Non seulement sans traumatisme, mais de surcroît avec une progression musculaire difficilement discutable, vous en conviendrez. Qu'en pensez-vous? Et c'est vrai que souvent, on essaye de tout mélanger et on oublie peut-être de nuancer les différents types d'entraînement. On a souvent parlé dans les podcasts Superphysique et dans les vidéos, dans les articles, que l'entraînement pour prendre du muscle de manière optimale nécessitait effectivement d'avoir une sollicitation un peu moins fréquente pour garder ses muscles sensibles, pour ne pas s'immuniser, à l'inverse de l'entraînement de force ou de l'entraînement pour progresser techniquement, qui lui demande plutôt une répétition et le fait que euh, en fait, cette immunisation était plutôt salutaire dans le sens où elle permettait d'éviter d'avoir des courbatures. euh, Elle évitait, pour la plupart, de prendre plus de muscles. Donc, ça, je ne sais pas si c'est salutaire pour la plupart. Mais c'est vrai qu'on voit, bah là, il parlait des gymnastes, ou on voit parfois certaines personnes qui entraînent dans certains sports, moi je pense notamment au kayak ou en aviron, qui ont parfois des physiques vraiment très musclés. Mais on oublie, bah, d'une part, leurs antécédents. Ça fait 20 ans qu'ils font l'activité, forcément, de manière progressive, ils vont prendre du muscle, mais c'est pas la manière optimale de prendre du muscle. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Nous, on a tendance à préconiser l'optimal parce qu'on voit bien que naturellement, quand on n'est pas, n'a pas été hyper sportif gamin, quand on n'a pas fait plein de sports et qu'en plus on n'est pas doué avec des muscles courts, des longs segments, tout ça, et ben en fait, il faut essayer de faire l'optimal pour essayer de prendre un peu de muscle. Et à l'inverse, quand tu es doué, tout ça, bah, c'est presque comme dire, tu fais presque n'importe quoi et ça fonctionne. Et t'as pas besoin de te soucier de ces histoires d'immunisation, de sensibilité dont tu dois te soucier quand t'es pas le plus doué du monde. Fabrice, je crois que tu avais répondu sur Oh. le forum. Oui, bah en fait, c'est un argument qu'on a déjà vu pendant des années. Même nous, à un moment donné, on se l'était posé dans les années 2000. On s'était dit, mais comment ça se fait que nous, on doit prendre des jours de repos avec la musculation, alors que voilà, les sportifs de haut niveau, ils peuvent répéter la même activité plusieurs jours dans la semaine sans avoir besoin des 48 heures de repos qu'on disait. On disait que voilà, le muscle, les fibres musculaires ont besoin de 48 heures ou 96 heures pour récupérer, enfin un truc comme ça, alors que ils pouvaient s'entraîner tous les jours. Et en fait, il y avait plein d'arguments qui pouvaient expliquer que eux s'entraînaient tous les jours. Alors il y a déjà, est-ce que c'est optimum ou pas pour avoir l'hypertrophie musculaire? Donc ça, tu y as un peu répondu. Mais après, il y a un biais de sélectivité, c'est-à-dire que les athlètes de haut niveau, bah, du coup, ne sont athlètes de haut niveau que aussi ceux qui ont pu supporter ce type d'entraînement. Il nous manque tous ceux qui ont essayé de s'entraîner tous les jours, qui se sont blessés ou chez qui c'était pas optimum, qui avait pas de progression et tout ça, puis qui sont pas devenus athlètes de haut niveau. Donc ceux-là, ils ont disparu dans le truc. Il y a aussi que ben au fil des années, ils ont développé, ils ont amélioré leur capacité de récupération, même si c'est pas améliorable à l'infini. On en a déjà discuté plusieurs fois. Il y a quand même une amélioration. Sinon ceux qui font de l'aviron à haut niveau. Rudy, il avait interviewé quelqu'un dans les secrets du sport, j'ai oublié son prénom, non, Hugo, il disait voilà, Hugo, il disait qu'il faisait 25 heures d'entraînement par semaine entre la muscu, l'aviron, le vélo. truc sur le vélo, le rameur, enfin bref. Rien que ça se trouve, ce qu'il faisait en rameur, juste par-dessus tout
en rameur d'intérieur, juste en plus de tout le reste, ça faisait déjà presque du surentraînement, sans doute pour ceux qui feraient que du rameur, vous et moi. Juste son programme de rameur, ça se trouve, nous on serait surentraîné. Et lui, il faisait ça en plus de tout le reste. Mais bon, voilà, il a sûrement une capacité de récupération supérieure à nous. Il y a aussi que le geste sportif, le leur, et ça c'est un truc dont j'ai déjà parlé plein de fois dans les précédents podcasts, c'est que nous en muscu, on cherche à faire le plus de dégâts musculaires possible, entre guillemets, puis on peut se permettre de contracter plein de muscles, de trop contracter, entre guillemets. C'est un peu ce qu'on cherche. Alors que ceux qui font du sport, c'est l'inverse. En fait, ils cherchent à faire le geste sportif en se fatiguant le moins possible. Et ça, c'est une qualité qui se travaille. Et donc, du coup, on peut imaginer que l'élite de chaque discipline, eh ben, pour un geste sportif, on va dire, il se fatigue moins que quand nous, on fait ce même geste sportif. On peut imaginer, par exemple, Rudy, là, il fait beaucoup de kayak. Moi, si je fais 10 minutes de kayak, comme je vais surcontracter mes muscles, ça se trouve, au bout de 10 minutes, je serai très fatigué, puis le lendemain, j'aurai plein de courbatures. Alors que lui, il fait 10 minutes de kayak, ben, tout va bien. D'une part, parce qu'il s'est adapté, il a les muscles il a de l'endurance locale, et puis aussi parce que il sait contracter les bons muscles au bon moment, les relâcher au bon moment, etc. Et donc, du coup, cette qualité-là, les sportifs de haut niveau, ils l'ont développée, puis on a peut-être du mal à appréhender dans quelle mesure elle joue. Voilà. Et puis un autre truc, c'est au niveau des contractions musculaires, et ça aussi on en avait déjà parlé en podcast, où en musculation, nous on a beaucoup de contractions dites excentriques, négatives là, avec étirement, et ça c'est hyper traumatisant pour les muscles, ça demande beaucoup de récupération, et c'est aussi ça qui fait que la musculation c'est très efficace, et puis ça va générer de l'hypertrophie musculaire, alors que les sportifs de haut niveau, selon les disciplines, eh ben ils ont surtout des contractions musculaires concentriques, ou dans le cas des gymnastes isométriques, sans trop de mouvement. Et il n'y a pas tant que ça des contractions excentriques avec étirement en fait dans la plupart des sports. C'est assez rare, il y en a pas qui me viennent en tête. Mais donc du coup, les sports sont moins traumatisants pour les muscles que le sont la muscu. Donc ça explique aussi qu'ils peuvent faire fréquemment. Et donc tout ça fait qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que les sportifs de haut niveau, ils peuvent s'entraîner tous les jours, et que nous, ben en muscu, on peut pas s'entraîner tous les jours, et ce serait sans doute pas une bonne idée de s'entraîner tous les jours. Ça nous ferait pas progresser plus vite. Mais je me souviens à l'époque, dans les années 2000, c'était l'époque de Laure Manodou, avec son entraîneur Philippe Lucas, et lui, il était réputé pour que ses nageuses, je crois, elles nagent 6 ou 7 heures par jour, voilà, elles fassent des tas d'allers-retours. Et déjà, à l'époque, c'était un gros volume de travail. Et c'est vrai qu'on se disait, mais comment ça se fait qu'ils arrivent à faire tout ça, quoi? Alors que nous, quand on va nager 1 heure dans la piscine, après, on est crevé. Et puis, éventuellement, le lendemain, on a des courbatures. Puis voilà, eux, ils faisaient ça 6-7 heures par jour. Donc, bon. Mais voilà, c'est le... On peut pas se comparer à ces gens-là, en fait, ça sert à rien. Déjà, se comparer avec les autres en salle, ça n'a pas grand intérêt. Mais alors, ce coup-là, essayer de se comparer avec les athlètes de haut niveau, et en plus dans des disciplines qui sont pas les nôtres, c'est même pas la peine, quoi. Ça sert vraiment à rien de chez à rien. Donc bon. Ouais, non, mais c'est sûr que, en fait, comme tu l'as dit, dans la plupart des sports, tu cherches un certain relâchement, une certaine fluidité, une économie du geste. Exactement. Alors qu'en muscu, bah, tu cherches surtout pas à te reposer durant tes exercices. Tu cherches à maximiser justement la fatigue. Donc, c'est tout l'inverse. Et comme tu dis, bah, il y a beaucoup de sports où il n'y a pas de phase négative. Je vois au kayak, je peux presque en faire tous les jours. Je pourrais même en faire tous les jours. Je sais pas si ce serait idéal pour progresser, mais il n'y a pas de phase négative. C'est qu'une phase concentrique. Donc, les courbatures sont assez minimes. Et par rapport à l'exemple que tu donnais aussi, si tu en faisais, bah, au début, quand je faisais du kayak, je débutais, j'avais les épaules qui congestionnaient à fond. C'était affreux. Maintenant, plus du tout, parce qu'effectivement, j'ai une endurance locale qui s'est énormément améliorée. Mais c'est vrai qu'on compare l'incomparable. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on met une nuance. Quand nous, on dit, voilà, pour prendre du muscle, il faut faire ça, c'est, entre guillemets, l'optimal. Ça ne veut pas dire qu'en faisant autre chose, par exemple en faisant de la force, eh ben, on ne prendra pas de muscle, ou en faisant plus des efforts d'endurance, on ne prendra pas de muscle. C'est juste que pour la majorité, qui a déjà des difficultés à prendre du muscle, bah, mieux vaut essayer de faire le plus optimal. Ouais. Ce qui surprend d'ailleurs pour les gymnastes, puisqu'on en est à parler des gymnastes, c'est qu'ils ont des biceps qui sont assez développés alors qu'ils font aucun mouvement de flexion de bras quasiment. Et donc semble-t-il, si j'ai bien compris, ce serait simplement le fait de tenir des positions isométriques bras tendus
où du coup il y a énormément de tension dans le biceps là quand ils font par exemple les anneaux ou qu'ils font des poses en isométrie avec le bras un peu en supination, puis il y a un petit peu tout le poids du corps qui est porté par l'articulation du coude, mais pas tout à fait parce qu'en fait le biceps il est contracté puis il doit maintenir la position, et en fait c'est tellement intense leur truc qu'ils arrivent à développer le biceps comme ça. Mais c'est moins efficace en termes d'efficience que de faire du curl avec haltère sur banc incliné. Mais c'est vrai c'est surprenant de voir à quel point ils ont les biceps développés sans apparemment faire de flexion, quoi. Alors à moins qu'ils fassent de la muscu en plus, ça je sais pas. Mais une idée là-dessus, toi, Rudy? Ouais, je demanderai plus précisément parce qu'en CQP, j'ai un ancien gymnaste d'équipe de France, donc Axel, je sais pas s'il m'écoute, si on lui passe le bonjour. Et de ce que je sais, en fait, ils font beaucoup de traction, de dips, ils font des séries à crever, en fait. Ils en font vraiment une tonne, une Ah, tonne, une tonne. Donc, beaucoup de musculation au poids du corps. Après, je sais pas sur la musculation à côté, mais je lui demanderai plus précisément ce qu'il faisait quand il s'entraînait à l'INSEP, quand je le vois dans moins d'un mois, le 17 et 18 juin. Comme ça, je pourrais en reparler dans le podcast. Mais ouais, en fait, ils font plein de tractions, plein de dips. Ils font plein de plein d'exos de muscu au poids du corps. Et donc, ça fait un volume. ah, d'accord. Donc ça se trouve, oui, ouais. Donc ça se trouve, ce que j'ai raconté, c'est peut-être de la grosse merde. Donc en gros, ça se trouve, tu vois, comme on essaye de tirer des liens alors qu'on n'a pas toute la big picture, comme on dit. Ah ouais, non, moi je croyais que c'était les tensions isométriques qui étaient tellement fortes que ça a développé les biceps. Ouais, un peu comme le soulevé de terre et les dorsaux pour certains, Ouais, quoi. c'est ça. Mais bon, peut-être qu'il y a un peu de ça, mais comme tu dis, s'ils font 50 millions de tractions par-dessus ça, forcément. Je lui demanderai exactement ce qu'il faisait quand il s'entraînait à fond. Et donc, tu vois, bah, Axel que j'ai vu, effectivement, il a des super bras et il a un dos incroyable, quoi. Dos, épaules, bras incroyable et pec un peu plus compliqué. Mais, euh, mais ouais, c'est, en fait, il bouffe du volume, du volume, du volume. Qui, chez nous, en fait, on l'a souvent expliqué aussi, c'est quand on réduit les charges, donc on réduit la tension mécanique au détriment du stress métabolique, on fait plus de volume, et ben en fait on n'arrive pas à compenser et on perd même du muscle à la fin. Du moins on a du mal à maintenir. Donc c'est vrai que moins on est doué, plus il faut quand même faire attention à comment on s'entraîne en fonction des objectifs. Ça me rappelle un peu l'histoire du CrossFit quand c'est arrivé en France, où on voyait les étrangers qui avaient notamment les participants au CrossFit qui avaient des physiques incroyables et beaucoup de personnes se mettaient au CrossFit en disant ouais moi c'est ce physique-là je veux, c'est le CrossFit tout ça. Puis en fait tu fais du CrossFit pour faire du CrossFit, tu fais pas du CrossFit pour avoir ce type de physique. Et finalement on s'est bien rendu compte que c'était pas le CrossFit en lui-même qui donnait ce type de physique, c'est que les gars souvent faisaient plein d'autres activités auparavant qui fait que ils avaient un physique super développé et qu'ensuite ils arrivaient à le maintenir globalement et parfois développer certaines parties qui travaillaient pas avec la musculation classique. Mais c'est marrant de voir que souvent on dit ah, tiens je veux faire de la calisthénie ou du street lifting parce que je veux ce type de physique là. Et sauf que souvent c'est soit tu es super doué et tu prends de partout. J'avais interviewé pour ceux qui se souviennent Baki qui a été plusieurs fois champion du monde de street lifting et quand il parlait de son entraînement, il faisait 4 mouvements, il faisait traction, dips, squat, muscle up et il avait un physique incroyable en faisant ça. Euh, je sais pas, vous, si vous faites ça, moi j'ai déjà fait ça, quand on allait sur l'île de Puteaux avec Fabrice au début des années 2000, on faisait ça, on avait des trous partout, quoi. Hein. On avait des trous partout, quoi. Donc voilà. Ok, alors du coup, quoi d'autre, Rudy? Eh ben, t'as des actualités, Fabrice. Ah ouais, alors, donc je reprends ma fiche de notes. Comme Philippe Risoli, je reprends mes fiches. Alors, ce que j'avais noté. Ah, une petite phrase. Encore sur les obèses. On va dire que je suis grossophobe. Ah, Donc, honte à toi. alors selon Challenge, 10% des Allemands, 5% des Français et 1% des Portugais sont végétariens. Ok. Et par contre, le taux d'obésité chez les adultes, c'est 9% en France, 21% en Allemagne et 42% aux États-Unis. Donc, tu te rends compte, 42% aux États-Unis, la folie. Moi, ça me paraît pas beaucoup, 9% en France. C'est quoi obèse exactement? On en a déjà parlé 50 fois, Rudy. Ouais, mais C'est bien. je suis pas Tu d'accord fais avec ça, exprès de 9%, faire ça le neuneu, m'étonnerait. c'est ça. Bah, c'est au sens IMC. Au sens IMC, voilà, tu te souviens, il faut diviser la taille par le poids au carré ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, c'est comme ça qu'on sait si t'es obèse ou pas. Mais en tout cas, quand tu te bases sur l'IMC, crois-moi, Rudy, si t'es dans le truc obèse, c'est que vraiment t'es obèse. Comme dirait, comment qu'il s'appelait? Arthur Jones,
j'ai pas besoin d'une balance pour savoir si un type qui est obèse, il suffit que je le regarde. Et ben effectivement, avec l'IMC, si le type, selon l'IMC, il est obèse, crois-moi, t'as ni besoin d'IMC, ni besoin de balance pour le savoir. À l'œil, tu le sais. Et en fait, tu vois, il y a 5% de Français qui sont végétariens et 9% qui sont obèses. Par contre, il y a 10% d'Allemands qui sont végétariens, mais 21% d'Allemands qui sont obèses. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure, Rudy? Bah non, mais je sais pas, moi, je sais pas si c'est une conclusion, mais en fait, c'est comme quand, pour moi, je fais le parallèle avec le bio. C'est des fois, tu te dis, bah tiens, je vais faire attention à ma santé, là, je vais être végétarien, je vais peut-être être vegan pour certaines convictions, je vais manger bio, tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tout est tellement trafiqué que si tu fais pas gaffe à ce que tu achètes, en fait, tu peux être végétarien et manger n'importe quoi, hein. Tu peux bouffer des saucisses végétariennes, là, toutes pourries, bourrées de saloperies, grâce à foison. Donc, tu vois, je fais pas trop de corrélation. Alors, peut-être que toi, tu fais une corrélation, mais Non, ben en fait là, c'est un piège. C'est qu'il n'y a pas de corrélation à faire, en fait. Mais déjà, oui, t'as raison. En fait, on peut être végétarien ou vegan et manger des chips toute la journée. Hein. C'est vegan et végétarien les chips, donc tu peux en bouffer toute la journée si tu veux. Ça implique pas nécessairement que t'aies une bonne diète. Mais là, simplement, effectivement, il y a 10% d'Allemands qui sont végétariens, il y en a 21% qui sont obèses. Mais ça nous dit pas quelle est la proportion d'obèses chez les végétariens. Donc, en fait, on peut pas tirer de corrélation. Donc, c'était un piège, Rudy. C'était un piège. ouais. Et là, donc, il y a 5% des Français qui sont végétariens, 9% qui sont obèses. Quel est le pourcentage d'obèses chez les végétariens, chez les véganes? Et quand bien même chez les végétariens et les véganes, le pourcentage serait moins élevé, et je pense qu'il est moins élevé, ça prouverait encore pas grand-chose. Sinon que peut-être que ceux qui sont véganes et végétariens, ils font un peu plus attention à leur diète, ils ont compris le principe des protéines, glucides, lipides, ou que ça se trouve, c'est des CSP+, donc des gens qui ont de l'argent, et puis qui peuvent acheter des fruits et légumes À 18 € le kilo. et dépenser un peu plus de trucs pour leur argent. Donc en fait, tu peux pas vraiment tirer de corrélation en fait. Mais voilà, c'était un piège, Rudy. Mais 42% des États-Unis, ça fait, et on va arrondir, ça fait une personne sur deux quand même, hein. Donc, ça se trouve, selon notre définition, c'est 3 personnes sur 4 ou 4 sur 5. Ouais. Ben c'est pour ça que le fameux médicament là de Novo Nordisk, qui était pour les diabétiques mais qui est coupe-faim là, il se vend comme des petits pains en fait. Tu t'es des petites injections dans le bide et après ça fait coupe-faim. Et apparemment c'est assez efficace. Il y en a plein qui maigrisent avec ça, dont Elon Musk. Ah, oh, Parce que putain. il était un petit peu porcin lui à un moment donné. Il a maigri et il a dit que c'était grâce à ce médicament-là. Mais en France, on n'a pas le droit pour cet usage, il n'est pas encore autorisé et les médecins n'ont pas le droit de le prescrire pour cet usage. Sinon, ils se font taper sur les doigts. Mais je pense que ça finira par arriver en France. De toute façon, tout finit par arriver en France une fois que c'est aux États-Unis. Voilà, tout. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Bon, peut-être que ça arrivera en France. Alors après, j'étais tombé sur une autre actualité, mais en fait, qui est pas si actualité que ça, parce qu'en cherchant sur Internet, j'ai vu des trucs qui dataient de 2015 là-dessus. C'est qu'en fait, tu peux avoir une cirrhose sans boire d'alcool à cause du sucre. C'est encore un truc lié au sucre. Tu connaissais cette chose-là? Non, je l'avais pas vu et quand t'as mis ça, j'ai vu que ça datait de 2015 et je me suis dit, bon, bah, après, tu sais, j'ai envie de te dire, là, on parle de la cirrhose parce que voilà, c'est le truc, mais en gros, on sait tous que manger trop de sucre, parce que t'en as pas besoin et en plus, des mauvaises sources, bah, en fait, ça te fout en l'air, quoi. C'est juste qu'il y en a certains Ouais. qui se cachent encore la vérité. Ouais, c'est ça. Mais ça s'appelle, c'est un joli nom abrégé. Hein. Vous pourrez le caser dans vos dîners de l'ambassadeur. On appelle ça une NASH non alcoolique stéato-hépatitis. Donc en gros, une cirrhose qui n'est pas liée à la consommation d'alcool et en général, si j'ai bien compris, c'est lié à une surconsommation de sucre. C'est encore un petit bonus pour tous ceux qui boivent des sodas et mangent des produits transformés bourrés de sucre. Alors, j'ai une blague. Ce matin, j'avais cours au BPGEPS et j'ai 4 élèves à la pause qui ont mangé des cookies. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas. J'ai fait une photo de l'un d'eux pour le mettre sur Instagram, mais je sais pas quoi dire. Je suis. Mais tu sais, à un moment donné, pour le français,
En fait, à notre époque, je sais pas si tu te souviens, donc on avait des dictées et tout ça. Bien sûr. Et puis après, t'avais des examens d'histoire, machin. Et ensuite, après notre époque, en fait, les élèves étaient tellement mauvais en français que des fois, il y a des profs d'histoire ou d'autres matières qui enlevaient des points si le français de la copie d'histoire était trop mauvais. Tu vois ce que je veux dire? Pour essayer de faire relever le niveau de français. Alors, je sais pas où on en est maintenant. S'ils appliquent toujours ça, ça m'étonnerait. Mais donc là, tu pourrais appliquer la même logique et dire celui que tu prends en train de manger des cookies, même à la pause, moins 0,5 à l'examen final, tu vois. Il serait pénalisé comme ceux qui faisaient trop de fautes de français dans leur copie d'histoire quand on était plus jeune. Et le pire, c'est qu'il y en a qui achètent ça en cachette et qui le mangent, tu sais, le dos tourné, tu vois. Et je dis, Je putain, vois. mais je dis, qu'est-ce qu'ils font? Alors, un autre sujet, là pour le coup, que j'ai trouvé plus intéressant. Ah, Donc, il y a McDonald's. Tu connais McDonald's, Rudy? bah, je crois que tu as travaillé quand tu étais dans tes jeunes années. Tu étais Oui, spécialiste de la propreté, d'ailleurs. tout à fait. J'ai travaillé chez McDonald's quand j'avais 17 ans et demi. J'ai fait pas mal de mois là-bas. Employé du Aidé, mois. Il était employé du mois. ils m'ont aidé à me nourrir un certain temps. Ouais, quand j'étais étudiant. Mais bon, je regrette pas, ça m'a appris des choses de bosser au McDonald's. Bref, et donc McDonald's, il est devenu partenaire de la Ligue de football professionnel, donc la Ligue 1, la bien nommée. Et donc maintenant, il faut plus dire Ligue 1 tout court, il faut dire Ligue 1 McDonald's. Et voilà, parce que McDonald's a payé la Ligue 1. Et c'est pareil, c'est quand je regarde les marques annonceurs dans les combats MMA, là, celles qui parsèment l'octogone, en gros, t'as des trucs liés à la finance, genre des machins de crypto ou de paris sportifs ou des trucs comme ça, et des trucs liés à la malbouffe. En gros, c'est ça. Et là, en fait, voir McDonald's qui est associé à la Ligue 1, tu vois, il y a une espèce de dissonance, mais on voit bien la stratégie derrière ces boîtes voilà, ces boîtes de la malbouffe ou de l'agroalimentaire. Elles s'associent à un truc sportif. Donc, tu vois, peut-être que dans le cerveau, après, tu mélanges tout, puis tu dis, ah, McDonald's, football, tout ça, bah, c'est que McDonald's, ça va pas être si mauvais, tu vois, si la Ligue 1 de football a accepté de s'associer avec eux. Tu vois un peu le raisonnement qu'on peut faire dans la tête, même de Bien façon sûr. indirecte, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était pas très cool de la part de la Ligue 1, que s'ils avaient un petit peu de d'honneur, en fait, ils devraient refuser ce type de partenariat parce que du coup, les jeunes qui vont regarder le football puis qui diront Ligue 1 McDonald's ou qui verront des McDonald's partout, et ben voilà, ça banalise la malbouffe. Mais cela dit, c'est déjà pareil au JO quand t'as comment dire, des encarts Coca-Cola partout. Pour moi, c'est pas très admissible en fait. On devrait pas faire ça. Mais bon, Bah, alors, on va pas changer le figure-toi que monde. moi j'ai suivi ça de près, parce que j'écoute quelques podcasts de journalisme, entre guillemets, sportif, je dis bien entre guillemets. Et donc, il y avait eu un débat sur le fait que McDonald's allait sponsoriser la Ligue 1. Et les différents journalistes, certains étaient pour, certains étaient contre. Et en fait, ils en arrivaient un peu à la conclusion qu'on donne habituellement, à savoir que bah, tout est une histoire de pognon, en fait. Tu vois, Bien là, sûr. tu parlais des Jeux Olympiques, j'allais en parler aussi. C'est qu'une histoire de pognon. J'en ai parlé dans mon podcast Leadercast avec la flamme olympique, avec des gens qui sont pas du tout sportifs ou qui ont rien à voir avec le haut niveau, qui portent la flamme olympique. Tu dis qu'est-ce que c'est? Tu vois des sodas, des trucs. Je sais plus qui j'avais interviewé, mais il y a longtemps j'avais interviewé quelqu'un qui avait fait les Jeux et qui me disait que bah oui, au village olympique, tu peux manger à toute heure, n'importe quoi. T'as vraiment plein de chaînes de fast-food. T'as pas que McDonald's, t'as plein d'autres trucs. Et en fait, ouais, en fait, c'est qu'une histoire de pognon. Et on voit bien que tout est perverti par l'argent, quoi. Malheureusement, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos. Mais bon, quand tu vois que des joueurs sont payés 1 million d'euros par mois ou plus, et même déjà quand ils sont à 500 000 ou même 100 000 par mois, tu dis mais on a perdu la tête, quoi. Mais bon, Ouais. Bon, le monde ne après, tourne pas rond, Fabrice. ça c'est encore autre chose. Mais à l'époque de Georges Saint-Pierre, donc le combattant de MMA, donc c'était plutôt dans les années 2010. Lui, ses partenariats, il voulait faire des partenariats qui correspondaient à ses valeurs. Et donc du coup, je crois qu'il était sponsorisé par une marque qui faisait des vêtements de karaté. Ou là, il sponsorise, enfin, il est en partenaire avec un produit pour faire de la gymnastique chez soi. Enfin bon, voilà, il essaye de faire que ses partenariats correspondent aux valeurs qu'il veut véhiculer, tu vois. Donc il y en a quand même des gens bien, mais manifestement c'est pas le cas de la ligue de football qui pervertit notre jeunesse avec son truc Ligue 1 McDonald's. Bref. Alors, autre sujet, Rudy. Quoi d'autre? Le bruit.
Le bruit, eh oui, t'en avais déjà parlé dans un podcast où voilà, on avait dit que les gens devenaient de plus en plus myopes et à moitié aveugles à force de faire des écrans et de pas être exposés à la lumière. Et puis on avait aussi parlé du bruit où on avait dit que on était exposé à trop de bruit en ville ou dans les magasins ou dans les trucs comme ça. Et c'était peut-être pas pour rien qu'à la fin les gens finissaient à moitié sourds ou avoir des acouphènes et tout ça. Et donc du coup, je me suis renseigné un peu, donc j'ai regardé juste une page Wikipédia puis quelques pages sur ces histoires de bruit et j'ai installé un petit sonomètre sur mon smartphone, donc une petite appli. C'était facile, hein, tu vas sur le Google Play ou peut-être le Mac Store, là j'ai oublié, Apple Store. Voilà, App Store, tu verras, tu as des applis gratos de sonomètre. Celle que j'ai trouvée, elle au-dessus de 90, elle sait pas dire, elle dit que c'est au-dessus de 90 mais elle dit pas, elle fait pas plus. C'est lié apparemment parce que ça se base sur le micro de ton smartphone. Et puis sinon, par contre, pour le reste, apparemment, c'est relativement fiable. Et donc, du coup, je l'ai allumé de temps en temps, le truc de ce machin de sonomètre. Et donc, quand je suis sur ma terrasse en plein air le soir, c'est entre 25 et 30. Ah, ça va. Et entre 25 et 30, c'est vrai que c'est pas beaucoup, quoi. Ça fait vraiment très calme. Et même quand t'entends un petit oiseau qui chante, tu vois qui fait un petit cuicui, hop, ça passe à 35, voire 40. Si moi je parle à ma femme, hop, tout de suite ça monte et tout ça. Mais voilà, mais c'est très très peu. Et à un moment donné, je l'ai mis au cinéma et c'était grosso modo entre 80 et 85. Oh, Mais ça montait pas plus haut. va, parce que je pensais que Ça allait Cinéma. en France. En France, c'était comme ça. Je pense qu'en Espagne, ça monte beaucoup plus haut vu que je suis obligé de mettre des boules qui est tellement c'est haut. Mais bref, je me suis, ah non, mais c'est la folie, les Espagnols, ils doivent être à moitié sourds. Tout est très fort là-bas. Et, bref, donc j'ai joué avec ce truc-là. Et donc, voilà, vous pouvez jouer aussi, le mettre dans la rue et voir ce qui se passe. Mais en gros, donc ce qui se dit, c'est que quand on est exposé à un bruit au-delà de légèrement au-dessus de 85 décibels, déjà si on est exposé plusieurs heures par jour, eh ben ça a une incidence sur les oreilles. Donc en gros, ceux qui sont dans le bâtiment, qui font du marteau-piqueur, du machin, qui sont en pleine rue, qui entendent des bruits de voiture toute la journée, il faut absolument qu'ils mettent soit des boules qui est, soit un casque sur les oreilles parce que ils sont exposés à 85 décibels trop longtemps et donc là, ça leur nique les oreilles. Et puis, ce coup-là, si ça dépasse les 100 décibels, très très rapidement, tu te niques les oreilles. Et ce qui se passe, c'est que les yeux, on peut les fermer. Si jamais il y a trop de lumière. Mais en fait, les oreilles, il y a un petit mécanisme pour les protéger un peu s'il y a trop de bruit. Mais déjà, il met quelques secondes avant de se déclencher. Donc du coup, si tu entends un pétard juste à côté de toi, il n'a pas le temps de se mettre en route. Et en plus, une fois qu'il est mis en route, ça dure pas très très longtemps. Et donc, moralité, le mécanisme, il est pas très très efficace. Et c'est vrai qu'en fait, on n'est pas le corps humain, c'est pas géré quand il y a trop de bruit trop longtemps. Et dans notre société moderne, de la même façon que la malbouffe est omniprésente et puis c'est très facile de bouffer plein de sucre et de graisse qui te tue, et c'est aussi très facile de t'exposer à beaucoup de bruit en fait. Et donc de la même façon qu'il faut faire attention à pas trop manger de merde, je pense qu'il faut faire attention à pas trop s'exposer au bruit. Donc ça veut dire que je sais pas moi, si vous allez regarder une compétition de F1 ou de MotoGP, emmenez bien des boules qui est et un casque sur les oreilles parce que là ça vous allez vous en prendre plein la tête. Peut-être que si vous allez à des concerts puis que vous êtes trop près de la scène, il faut mettre des boules qui est. Enfin bref, faut avoir une espèce d'hygiène pour les oreilles parce que finalement c'est assez facile de les niquer à cause des trucs modernes. Parce qu'effectivement, quand on se balade dans la forêt, vous mettez le sonomètre, ça monte pas, quoi. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je crois que j'avais lu, donc je vais pouvoir tester, que en voiture, rien que quand tu es en voiture, en fait, en roulant dans ta caisse, ça faisait déjà beaucoup, beaucoup trop de bruit pour tes oreilles. Est-ce que toi, tu as testé aussi en voiture ou pas encore? Ouais, j'ai testé. C'est beaucoup trop, non, c'est pas vrai, mais ça faisait déjà, ça dépend des bagnoles, c'est pareil, mais j'étais déjà à 70, 75 selon que s'il y a la ventilation allumée et tout ça. Donc ce qui est pas mal, mais c'est pas dommageable non plus, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup Et par rapport à la forêt. Alors, j'en rajoute parce que cette semaine, pareil, je faisais des recherches sur l'impact des casques à conduction osseuse, dont on avait déjà parlé aussi, sur justement l'audition. Ouais, j'en ai acheté un à ma femme, alors me dis pas que ça nique tout. Hein. Ah merde! Bon, alors je te dis ce que j'ai lu parce que je cherchais, j'étais putain, mais moi j'en écoute beau. Je l'ai toujours sur la tête. Dès que je suis tout seul, si je mange, j'écoute un truc. Quand je suis en bagnole, j'écoute un truc.
Quand je vais promener le chien, des fois, j'écoute un truc. Bon, bref, tant que j'ai de l'attention et que ça m'intéresse, j'écoute. Et je me disais, putain, mais si j'écoute 3 heures par jour, ça va peut-être beaucoup à la longue. Et donc, je faisais des recherches. Et en fait, je suis tombé sur, en fait, les effets nocifs du casque la conduction osseuse. En fait, effectivement, ça te protège le tympan, mais ça sollicite beaucoup plus ce qu'ils appellent la cochlée, donc un composant, on va dire, du système auditif. Et ils disent que pareil, si tu écoutes à trop haut volume, et bah ça abîme ce composant de l'appareil auditif, et donc ça détériore aussi ton audition, quoi. Donc en fait, tu peux pas. Moi qui pensais qu'avec ce casque à conduction osseuse, donc de manière un peu bête, ça faisait rien, voilà, c'était nickel. Et ben en fait, si tu mets fort pour écouter, et ben ça te nique aussi ta capacité à entendre. Donc Ok, ouais, mais bon, à la limite, ça va. On n'est pas très très surpris. En gros, voilà, ça supporte pas de mettre à haut volume. La question, c'est si tu mets à un volume normal, est-ce que c'est différent d'écouter avec ce type de casque ou avec directement dans les oreilles, bah, quoi. de ce C'est que ça. j'ai pu voir, c'est quand même moins néfaste que d'avoir un casque. Mais ça peut perturber, ils disent, l'équilibre. En fait, vraiment Mhm. l'oreille interne, à force d'utiliser ces casques à conduction osseuse, parce que vraiment, ça vibre. Donc, ça te perturbe l'oreille interne. Donc, après, t'as plus d'équilibre. Ouais, je sentais pas ce truc-là. Moi, j'en ai offert à ma femme, mais je m'en sers pas. Ah bah, Je sympa sens le pas. cadeau empoisonné. Bravo, Fabrice. Mais ouais. Mais cela dit, d'ailleurs, je fais un effort parce que c'est vrai que souvent, quand je fais ma marche en extérieur, j'ai tendance à écouter des podcasts ou de la musique. Et quand j'arrose mes plantes aussi, il y a pas mal de fois où j'écoute des podcasts ou de la musique avec le casque. Et j'essaie de me forcer à le faire moins parce que c'est vrai que quand tu cumules le nombre d'heures, comme toi, je suis un peu accro on va dire au podcast et à la musique, en fait, eh ben, ça finit par faire beaucoup d'heures dans la journée. Alors même quand on met pas fort, on se dit bon, quand même, on doit pas être fait pour ça, quoi. Donc, j'essaye de réduire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, Rudy? Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Alors, tu as The Rise of Dopamine Culture. Ah oui, très bon accent. Ouais, bah alors ça c'est une capture d'écran que j'ai trouvé, que j'ai vu sur LinkedIn qui était pas mal. Alors on en avait déjà parlé de cette histoire de dopamine, où voilà la théorie actuelle c'est qu'on serait dans une société où on serait tous Drogué. drogués. Voilà, drogués à la dopamine à cause notamment des smartphones. Et donc du coup, sur cette capture d'écran, je vais la décrire assez rapidement. En gros, il y a 3 colonnes. Il y a l'ancienne culture traditionnelle, on va dire, la culture moderne, et puis il y a la dopamine culture. Et donc après, ils ont pris différents types d'activités, puis ils les ont reclassés dans ces 3 catégories. Et par exemple, donc avant, quand on s'informait, ben on pouvait lire le journal. Voilà. Donc ça, c'était le truc d'avant. On va appeler ça le slow, voilà, la méthode lente. Ensuite, il y a eu le multimédia. On s'informe par le multimédia. Et puis maintenant, il y a la culture de la dopamine où on s'informe via TikTok. Et en gros, à chaque fois, on a besoin de moins en moins de concentration. Et puis, peut le faire de plus en plus fréquemment dans la journée. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait aussi pour les vidéos. Alors avant, on pouvait regarder des films à la télévision, voilà, un petit film de temps en temps. Maintenant, eh ben, c'est plutôt voilà des vidéos YouTube ou plein de séries qui s'enchaînent, enfin plein de petits formats qu'on enchaîne. Et même le summum, là, le dopamine culture, eh ben, cette fois-ci, c'est tout plein de petites vidéos de 30 secondes, de 10 secondes, de 20 secondes qui s'enchaînent. Et donc voilà. Et allez, j'en fais un dernier. Dans le temps, quand on voulait parler avec les gens, eh ben, quand on voulait échanger avec les gens qui étaient loin, on écrivait des lettres à la main, voilà. Donc on prenait le temps d'écrire une lettre, tout ça, de dire cher monsieur, chère madame, cher bon ami, voilà. On Cher écrivait bon des lettres, ami. voilà. C'est vrai. Moi j'ai écrit des cartes postales et j'ai même écrit un peu des mots d'amour quand j'étais petit, hein, Rudy. Ensuite, après, on a eu voilà l'email où déjà on écrivait beaucoup plus vite, l'email et puis le téléphone. Et puis bah maintenant on a les petits SMS. Et c'est vrai qu'à chaque fois on voit que l'attention qui est nécessaire pour réaliser la tâche, c'est de plus en plus petit et puis c'est de plus en plus fréquent dans la journée. Donc je vais pas faire toutes les cases. J'avais trouvé que l'infographie Bah, moi était pas mal. j'ai trouvé qu'il y avait une catégorie qui correspondait bien. C'était relationship. Au début, c'était le mariage. Ensuite, c'était la sexualité libre. Puis maintenant, c'est
comment ils disent, swiper sur son téléphone. Ouais, alors. Je croyais que toi, t'étais beaucoup plus dans ce swiper sur le téléphone Eh maintenant. ben, figure-toi, tu sais pourquoi j'en ai pas parlé de ce truc-là? Parce que je savais pas ce que ça voulait dire et j'ai pas pris le temps de chercher. En fait, je connaissais pas ce mot, je sais pas ce que ça veut dire swiper sur l'app, en fait. En gros, c'est faire défiler des Oui. contacts potentiels, c'est ça? Attends, mais je vais marquer ce que c'est. Ah bah Exactement ouais, mais là la tu vas nous faire un définition. blanc sur la vidéo. Mais oui, c'est vrai qu'avant c'était c'était le mariage, c'était la relation longue durée, tout ça. Et oui, maintenant c'est swiper. Alors, Bon, swiper est un terme qui désigne un geste de déplacement de son doigt sur l'écran tactile de son téléphone ou sa tablette. Voilà, Fabrice. ok, ouais. En gros, tu regardes, t'es sur ton Tinder ou l'appli à la mode, et puis tu défiles avec ton écran la personne qui est susceptible de matcher avec toi. Bon, c'est peut-être à peu près ça l'idée. Ok, bah c'est bien de voir que t'as retenu ça, mon petit Rudy. Mais donc voilà, effectivement, en gros, cette capture-là, elle montrait que sur plein d'aspects de notre vie, eh bien, l'espèce de culture dopamine, eh ben, elle était arrivée et tous les aspects ont été colonisés. Et alors, celui que j'aimais bien aussi, c'était dans la rubrique athlétique, là, où c'était écrit avant, on jouait à un sport, ensuite on regardait un sport, et puis maintenant on fait des paris sportifs. Bon, voilà. Bah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, c'est triste. J'en ai parlé, je sais pas si tu as vu. Il y a un bouquin qui est pas mal, il s'appelle Un monde sous dopamine, et qui est vraiment bien fait, que j'ai conseillé dans mon podcast, donc Leadercast, et qui est vraiment super. Si jamais tu sais pas quoi lire, tu peux lire ça et tu verras Ok. encore plus de témoignages. C'est sympathique à lire, c'est bien écrit. Ça change de beaucoup de livres qu'on peut lire actuellement. Ouais, ouais. Ah bah si, il y en a encore une qui est intéressante. Allez, puis je finis là-dessus. C'est vrai que ça m'y fait penser. Donc c'est dans la section images. C'est vrai que dans le temps, ben on regardait des photos, quoi, des albums photos. Donc c'était le moment. Allez, on passe un petit peu de temps pour regarder la belle photo, regarder les photos qu'on a été chercher chez le Développé, qu'on photographe. a Voilà, développé, tout ça. développer. On les regarde, on dit ah mince, celle-là elle est loupée. Ah bah tiens, là j'ai mon doigt dessus, etc. Toute la famille regarde. Et donc c'est le moment pour regarder les photos. Et puis après, on s'est mis à regarder les photos sur l'écran d'ordinateur quand il y avait eu les appareils numériques et tout ça. Et de temps en temps, on sélectionnait les meilleures photos, puis on allait développer que les meilleures photos. Et c'est vrai que maintenant, les photos, on les développe plus ni rien. Tout le monde en prend 30 millions avec son smartphone et on les scrolle à toute vitesse sur le smartphone. C'est vrai que là, il y a vraiment eu un changement de ouf. Et pour la musique, c'est vrai aussi, on avait les cassettes, pour ceux qui qu'on connaît. Exactement, j'ai la cassette de la Zoubida. On avait des cassettes et c'était des cassettes entières avec l'album. Donc moi j'avais des cassettes d'Iron Maiden vu que j'aimais bien. Et c'est vrai que tu avais tout l'album. Donc par exemple l'album, je sais plus, Alone in the Dark. Et en fait moi il y avait que deux musiques que j'aimais bien dans l'album. Il fallait que je fasse play. Après il fallait que je fasse stop, que je rembobine, etc. C'était tout un cirque pour écouter mes musiques préférées. Et donc souvent en fait je faisais play puis j'écoutais tout l'album, tu vois. Après, il y a eu les CD et déjà on pouvait un petit peu plus jouer sur le fait que si on veut écouter toujours nos musiques qu'on aime bien, etc. C'était déjà un petit peu plus rapide. T'étais pas toujours obligé d'écouter l'album. Et puis bah maintenant avec Spotify ou TikTok, c'est encore différent. Mais c'est vrai que dans le temps, voilà, c'était avec la cassette, tu faisais play, stop et puis t'étais un peu tout obligé d'écouter le même album de la même personne. Ça switchait pas comme maintenant d'une musique à une autre. Tu vois. Et c'est vrai que la capacité d'attention était un peu différente parce que les musiciens, ils avaient conçu leur album d'une certaine manière. En fait, l'ordre musical dans les chansons, ils l'avaient choisi puis réfléchi. Alors que là, quand Spotify, il te met toutes des musiques au hasard de différentes auteurs, voilà, de différents albums, et ben l'expérience entre guillemets d'écoute est un peu différente. Ouais, faut reconnaître. Et j'ai aussi remarqué au cinéma, si tu regardes des vieux films en noir et blanc, les plans étaient très très longs. Donc je sais pas, tu peux avoir 30 secondes sur le même plan où tu as quelqu'un qui est en train de marcher par exemple, puis la caméra le suit en train de marcher. Et au fur et à mesure que le cinéma s'est modernisé, et ben les plans sont vraiment très 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 courts. Et si tu vas voir un truc moderne genre Fast and Furious, ben tu peux voir que des fois en 10 secondes, le plan il va changer 3 ou 4 fois en fait. Tu vas avoir 3, 4 plans différents. C'est-à-dire que le plan va durer 1 ou 2 secondes. Et tout ça, t'es toujours dans l'espèce de culture de la dopamine si on considère que dès que tout est très éphémère, c'est de la dopamine. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Et c'est pour ça que bah, après les gens
deviennent fous et puis n'arrivent plus à se concentrer. Déjà, faut que tout aille le plus vite possible. Faut que ça aille vite. Faut plus prendre le temps. Donc, en fait, c'est triste, hein, mais je sais pas quelle va être la prochaine étape. Ouais, là, ça va être difficile de faire plus rapide encore qu'on est. Parce que là, tu vois pas. Et puis, c'est dur d'y échapper, hein. C'est dur d'y échapper à tout ça. Parce que, comme on vient de le dire, en fait, c'est un petit peu, c'est omniprésent, quoi. Et puis, voilà. Imagine, tu rencontres une gonzesse, si tu lui envoies une lettre, écrite à la main, elle va dire, mais c'est qui, c'est Turluberlu, tu vois. Alors que toi, tu vas lui dire, mais non, c'est pour lutter contre la dopamine. Et puis, elle va te dire, allez, casse-toi, pauvre con. Et puis, ne viens plus me voir, espèce de fou. Ok, allez, on a le temps pour une question, Rudy. Et ben, il y a un dernier truc que après je vais tester parce que Monsieur va au cinéma ce soir. Soyez tous au courant. Je crois que tu es tombé sur une publicité pour un programme te concernant, Fabrice, et que t'as voulu acheter, mais où tu t'es retenu. Ah oui, ça, effectivement, c'est YouTube, il arrête pas de me proposer ça. Vous l'avez peut-être déjà vu. Donc c'est une personne qui semble assez âgée, torse nu, avec une barbe. On va dire quelqu'un de senior. À l'œil, on a l'impression qu'il a, au niveau du visage et tout, qu'il a plus de 60 ans, mais qui est qui est assez balèze, quoi. Et en gros, en gros, il est là pour promouvoir un programme d'entraînement pour que tu sois balèze. Et c'est facile, c'est pas très long, ça te prend 10 minutes, tu transpires pas, et puis on le voit faire des petits mouvements sur des chaises ou des trucs comme ça, et on comprend qu'en gros, tu pourras faire ça à la maison si tu achètes le truc. Et c'est vrai que j'ai eu cette pub-là plusieurs fois, et je me suis dit, Rudy, ça explique peut-être pourquoi toi, à un moment donné, tu as eu des gens qui avaient 60, 65 ans, qui voulaient te prendre un coaching en disant, bah, je veux un programme d'entraînement pour voir mes abdos ou et en plus, voilà, pour être musclé. Parce que c'est vrai que s'ils ont eu droit à cette pub-là aussi, tu te dis, ah bah dis donc, c'est possible d'être musclé comme ça à cet âge-là. C'est vrai que ça intéresse. En plus, voilà, tu vois le type, il fait juste un petit peu de pompe, des petits mouvements sur la chaise d'abdos et hop, il est comme ça. Et, et donc, je voulais dire que quand on voit des publicités comme ça, il faut imaginer que très probablement le type a pris des produits et ce qui semble-t-il est à la mode aux États-Unis, parce que je suis pas trop ce truc-là, c'est ce qu'on appelle les cures de TRT, si ma mémoire est bonne. Est-ce que tu as suivi, Rudy? Je vois exactement ce que c'est. Donc, c'est une supplémentation en testostérone pour te remettre à ton taux de quand tu avais 20 ans, soi-disant pour la santé. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un genre de dopage, mais c'est vendu comme si c'était pas du dopage parce qu'en gros, on te remet ton taux normal d'avant. Voilà. C'est pas comme si on te donnait plus que pour que tu sois un surhomme, on te remet ton truc d'avant. Et semble-t-il, c'est fréquent aux États-Unis. Alors bon. Du coup, maintenant, quand on voit des personnes seniors, dans des vidéos YouTube ou sur des photos, je sais pas, dans les magazines ou quoi que ce soit, et ils viennent des États-Unis, eh ben, on peut même plus vraiment être sûr de, comment dire, c'est des humains normaux, quoi. Ouais, voilà. Mais ils sont pas naturels. Ouais, il y a plus rien qui est naturel, en fait. Ils sont pas naturels. Il reste que nous. Il reste que Superphysique. Mais non seulement ils prennent des substances en tout genre, ils se mettent des cheveux, ils se blanchissent les dents, ils se mettent du botox, etc. Les implants, ils mettent la totale, on sait même plus ce qui est vrai. Ouais, c'est ça, on sait même plus ce qui est vrai. Et c'est comme ça qu'après, t'as des types comme Richard Gere ou d'autres qui montent les marches de Cannes. Ils ont 71 ans, ils paraissent plus jeunes que moi à 20 ans, en exagérant. Ah, mais toi, tu fais trop de sport, toi, c'est pour ça. C'est vrai que c'est un peu la folie. Bref, du coup, si vous tombez sur cette pub-là, ne vous laissez pas piéger. Probablement, c'est une arnaque. Allez, je finis sur un dernier truc qui prend pas longtemps. On voulait, je voulais, mais Fabrice va se joindre à moi, féliciter Anthony. Donc, Anto, pour ceux qui connaissent, qui avait participé au Super Physique Games, qui était dans la team Super Physique, qui vient de devenir champion de France de bodybuilding naturel. Donc, on en reparlera plus longuement avec June, avec qui il a collaboré sur son entraînement, son alimentation, sa préparation à la compétition. Donc, d'ici 3 semaines, je pense avec June. Mais en tout cas, on voulait le féliciter parce que, tu vois, il y en a encore des vrais qui sont naturels. Là, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc, bah, sec, tu vois, je sais plus combien il mesure. Il doit faire 1m73, 1m75 et il faisait taille-poids.
Donc à peu près 73-75 kilos, j'ai plus tout en tête, et vraiment bien sec. Et il a été champion de France de culturisme naturel. Donc félicitations à lui. Et donc voilà un bon exemple pour nous autres en tout cas. Ouais, eh bien, un grand bravo à lui parce qu'on sait comme c'est difficile de tenir le régime quand on est au naturel et qu'il faut faire une compète. Bah, c'est un type qui a le spirit, hein. Voilà. Faut le dire, les types de la team Superphysique, c'est des types qui ont le spirit. Allez, Ça marche. sur ce, on va laisser Fabrice aller au cinéma, voir un film pourri pour qu'il nous dise dans 2 semaines que c'était nul. Et voilà. Allez, salut à tous. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.